Maître Philippe Koskas, bonjour, Boker Tov. Bokeror. Merci d'être avec nous ce matin. On vous voit parfaitement sur Zoom, grâce à Zoom, et donc on a le plaisir de vous voir en direct. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais qu'on parle avec vous d'un aspect de cette sortie de crise politique. On va parler de sortie de crise politique ce matin avec la signature de l'accord entre le Parti bleu-blanc et le Likoud. Est-ce que, selon vous, en tant que juriste, la Cour suprême, en début de semaine prochaine, peut empêcher Binyamin Netanyahou d'être celui qui va former le prochain gouvernement, remettre en cause les clauses de l'accord entre Bleu-Blanc et le Likoud? Oui, Daniel, votre question a l'air toute simple, mais je vais y répondre de manière un peu plus complexe. Si vous voulez, je peux vous dire en un mot, oui, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Et je crois qu'on en avait parlé à notre antenne, à votre antenne plusieurs fois, plusieurs opportunités. C'est que évidemment, il existe une sorte de questions qui reste autour de la candidature de Binyamin Netanyahou. C'est de savoir est-ce qu'un Premier ministre peut être Premier ministre et inculpé au pénal. Ce n'est pas le cas s'il était ministre. Est-ce que ce serait le cas s'il est Premier ministre ou non? Ça, on n'en sait rien. Donc, en fait, voilà, je vous réponds sur un pied sur cette question-là. Cette question, la Cour suprême a tout fait pour ne pas le trancher. Oui. Il y a déjà plusieurs requêtes qui ont été déposées, mais elles avaient été déboutées au motif qu'elles avaient été théoriques, puisque Binyamin Netanyahou n'était pas la personne qui avait été mandatée pour former le gouvernement. Là, c'est plus théorique. Donc, il y a une chance, en effet, que la jurisprudence de la Cour suprême suit sa jurisprudence, qui était une vieille jurisprudence de Deri Pinchasi en fonction des ministres, qui dit qu'un ministre ne peut pas être en même temps ministre de l'État d'Israël, est inculpé au pénal, et l'applique au Premier ministre. À votre avis, est-ce que ce serait judicieux de la part de la Cour suprême de s'immiscer, on va dire, de plein pied dans les affaires du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif? De toute façon, la Cour suprême s'est toujours immiscée dans les affaires du pouvoir et législatif. Exécutif, j'allais dire, c'est son rôle. Le rôle de la Cour suprême, de la Cour suprême, comme toute cour d'ailleurs, comme en France, le Conseil constitutionnel s'immisce pour savoir si une chose est constitutionnelle ou non. Donc, si vous voulez, c'est un peu sa vocation sur l'exécutif. Sur le législatif, elle intervient déjà pour l'annulation des lois depuis bien très très longtemps. Donc, de toute façon, c'est sa propre nature. J'allais dire qu'une démocratie, ce n'est pas forcément une élection, parce que je crois qu'il y en a même en Syrie. Donc, mais c'est également de voir quels sont les contre-pouvoirs à l'exécutif qui est élu. Donc, si vous voulez, je crois. Est-ce que ce serait judicieux? J'en sais rien. Je réponds pas à votre question, Oui. parce que là, votre question est beaucoup plus vaste. Mais est-ce qu'elle a la compétence de le faire et elle peut le faire? La réponse est oui. Parce que la question qui se pose, c'est effectivement, c'est trouver le juste milieu entre le droit, l'état de droit, le respect de l'état de droit, et puis une situation qui est une situation, on l'a dit, de crise, puisqu'on est en pleine crise du corona, de formation d'un gouvernement en plein milieu de cette crise, même si le Premier ministre est inculpé par la justice israélienne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est prioritaire pour les juges, à votre avis? Qu'est-ce qui sera prédominant? Alors, vous posez une question, en effet, que tout le monde se pose, en fait. C'est-à-dire que il est clair que on en est à la 3e élection. On se trouve en crise de corona. On a vu, ça fait depuis 1 an et un peu plus d'ailleurs, que Binyamin Netanyahou est Premier ministre, mais n'est pas élu. Si vous voulez, il est Premier ministre parce il n'y a pas d'autre Premier ministre qui a été élu à sa place. Donc, en fait, quelle est l'opportunité de la Cour suprême de poursuivre ces règles de droit dans des temps qui sont perturbés comme les nôtres? J'en sais rien. D'un autre côté, je n'en sais rien. Moi, je suis un petit peu là, je parle en tant que citoyen, peut-être pas forcément en tant que juriste. La dernière chose qu'on aurait voulu voir dans ce pays, ce serait une 4e élection. Et d'ailleurs, si Binyamin Netanyahou est invalidé, il y aura peut-être même pas d'élection. Mais enfin bon, ça, ce serait une autre. Qu'est-ce qui peut se passer justement si Binyamin Netanyahou est invalidé par la Cour suprême? Alors, il y aurait plusieurs possibilités. Je pense qu'il y aura des aspects politiques et des aspects publics.
l'aspect politique, il suffirait que le Likoud choisisse au sein de ses propres rangs un autre candidat, parce que vous savez qu'en Israël, le système n'est pas une élection directe du Premier ministre, c'est une élection indirecte, dans le sens une personne, tous les Oui, oui. citoyens israéliens votent des partis et non pas des personnes, comme en France par exemple. Donc il suffirait que le Likoud puisse élire à la place de Benjamin Netanyahou quelqu'un d'autre. Mais vu ce qu'on entend, en tout cas cette dernière année, il risque d'avoir une confrontation, j'allais dire même publique, entre Benjamin Netanyahou et certains de ses électeurs et la Cour suprême, et voire même une délégitimation de la Cour suprême, ce qui est en train d'être fait d'ailleurs depuis plus d'un an. Donc si vous voulez, ça dépasse largement l'opportunité de cette décision-là. Aujourd'hui, demain, cette semaine, est extrêmement critique. On avait parlé il y a quelques mois de l'avis du conseiller juridique du gouvernement. Lui aussi s'était défilé en affirmant que c'était théorique. Pourquoi finalement aujourd'hui on ne le sollicite pas aujourd'hui à Avichai Mendelblit? Mais il va être sollicité, bien entendu, puisque quand on demande, si vous voulez, bon, il y a eu trois requêtes qui ont été déposées à la Cour C'est suprême. ça. Évidemment, dans le cadre de la réponse de l'État, le conseiller juridique du gouvernement va devoir donner son avis. J'allais dire, c'est peut-être la dernière chose qu'il aurait eu envie de faire. Lui aussi. Oui. Mais il va devoir le faire. C'est-à-dire qu'il va devoir lui-même se positionner, ou est-ce qu'il va défendre la position de Benjamin Netanyahou en disant que Benjamin Netanyahou, même s'il y a 3 chefs d'inculpation en son égard, et même s'il devrait aller à ses procès au pénal, est éligible en tant que Premier ministre ou non. Ça, on le saura. On le saura dans les tout prochains jours, parce que c'est extrêmement urgent, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Ça va être vraiment dans ces prochains jours. On verra exactement, quelle va être la position du conseiller juridique du gouvernement. 2, et évidemment, la Cour suprême va devoir, parce qu'il faut bien imaginer que la Cour suprême n'a pas une vocation de gérer le pays. Quand elle peut éviter de trancher dans une question aussi brûlante, elle le fait. Or là, elle n'a plus le choix. Apparemment, c'est ce qui a été fait. L'accord de gouvernement a été signé, donc elle va devoir se prononcer. Alors justement, à propos de cet accord de coalition entre Bleu Blanc et le Likoud, il y a dans cet accord des clauses qui risquent de faire bondir les juges de la Cour suprême, et ils ont fait probablement bondir ces derniers jours. Et là, je vous pose une question. Est-ce que les juges de la Cour suprême ne sont pas eux-mêmes, comme on dit en ivrite, nogim badavar, c'est-à-dire qu'ils ont un intérêt personnel justement à faire invalider des clauses qui ont été conclues par les élus politiques? Est-ce que, comme par exemple concernant la commission de nomination des juges, il y a toutes sortes d'arrangements qui ont été conclus, des vétos du Likoud, etc. Est-ce que là aussi, ils ne peuvent pas être intéressés, avoir un intérêt à justement invalider ces clauses? Moi, j'aurais dit que, en fait, le fait que dans l'accord, je ne suis pas sûr que ce soit invalidable, qu'il y a eu un accord. Alors, c'est vrai que d'habitude, il faut expliquer à nos auditeurs qu'il y a une commission qui est très importante, qui s'appelle la commission de nomination des juges, qui est composée de 9 personnes, et dont ces 9 personnes, il existe 4 personnes qui émanent du milieu politique, et traditionnellement d'ailleurs on nomme, traditionnellement, c'est pas la loi, il y a même un représentant de l'opposition politique, et il a été convenu dans les rapports entre Benny Gantz et Benjamin Netanyahou, en fait, en gros, à part le ministre de la Justice qui émane du parti blanc-bleu, que les 3 autres personnes qui émanent de l'exécutif et du législatif soient des représentants du Likoud. Moi, je ne vois pas que ce soit invalidable. À l'exception de Tzvika Hauser, qui serait le représentant de l'opposition, alors qu'il est tout de même, lui, dans la coalition. Oui. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que je l'ai marqué, je l'ai fait rentrer dans la. Mais ceci dit, bon, on ne parle pas ici de constitutionnalité, on parle de pratique, d'usage politique. Je ne crois pas que la Cour suprême interviendra sur ce point. Elle a d'autres points beaucoup plus importants au niveau, j'allais dire, au niveau législatif et légal, à intervenir que ce point de détail. Alors en effet, peut-être qu'elle est elle serait intéressée entre guillemets, mais il faut savoir quand même que la Cour suprême a ses propres représentants dans cette commission, et également le barreau a ses représentants. Si vous voulez, ceux qui ont composé ceux qui ont réfléchi sur cette commission ont de toute manière délibérée, ont donné la majorité aux juristes face aux politiques.
Et donc, si vous voulez, les juristes, quand je parle des juristes, c'est des représentants du barreau d'un côté, du barreau des avocats, et de l'autre côté, des représentants des juges. Donc, de toute façon, il y aura toujours une majorité de juristes, parce que c'est comme ça que la loi l'a voulu, dans cette commission. Est-ce que cette commission, justement, cette composition de cette commission, c'est quelque chose de spécifique à l'État d'Israël, ou ça existe, par exemple, aux États-Unis, où il y a une constitution? Est-ce que c'est le même genre de système? Non, le système aux États-Unis est complètement différent. C'est une nomination. D'ailleurs, aux États-Unis, les nominations des juges de la Cour suprême sont politiques. Est tout à fait politique. Et c'est tout à fait clair que les juges de la Cour suprême sont nommés sur des critères politiques. Mais il faut voir également une autre chose, c'est qu'aux États-Unis, il y a une constitution. En Israël, elle n'existe pas. Donc, si vous voulez, on peut pas comparer vraiment des systèmes différents sur un petit critère qui est la nomination des juges. On peut voir qu'en France, par exemple, la nomination alors ça dépend, parce qu'en France, il y a trois cours ces trois cours reliés donnent la Cour suprême. Le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Ce n'est que dans le Conseil constitutionnel que la nomination, entre guillemets, est politique, parce qu'ils sont considérés comme des sages ou des personnes politiques, des anciens présidents, etc., qui sont nommés au Conseil constitutionnel. Alors une dernière question, peut-être on va dire un petit peu plus d'observateur de la vie politique que vous êtes également. Quel regard vous portez sur finalement cet accord après plus d'un an de crise politique, 484 jours de crise sans gouvernement? Daniel vous fait bien de remettre ça sous le contexte de la crise. Si cet accord avait eu lieu il y a 2 ans ou il y a 3 ans, j'aurais dit c'est un accord fou. Un accord fou où deux personnes qui apparemment ne s'entendent pas vraiment. Quand on met trop de juristes, parce que en fait, ce sont été des accords qui ont été passés, repassés et tripassés par des juristes. Et qu'est-ce qui se passe au cas où? Et qu'est-ce qui se passe au cas où? 34 ministres, ça me paraît complètement fou pour un petit pays comme Israël. On voit bien d'ailleurs que en rajoutant des ministres, c'est pas forcément ce qui donne de l'efficacité au pouvoir exécutif. Maintenant, ça c'est d'une part, je redis, c'est un accord complètement fou. Mais dans le contexte actuel, et je vous parle de contexte actuel, c'est pas forcément de la crise du corona, parce que malheureusement, Israël a eu une grande chance, hein, vraiment, enfin plus qu'une grande chance d'ailleurs. Je pense qu'il y a eu une bonne décision qui a été faite au bon moment. Et après, on a bien vu les difficultés qu'a le ministère de la Santé à gérer cette crise. Mais si vous voulez, en gros, c'est pas en rajoutant des politiciens et des ministres qu'on améliore l'efficacité du système exécutif. Mais vu la situation existante où je considère que vraiment il est impossible de continuer comme ça, un gouvernement ne peut pas continuer à gouverner aussi longtemps sans avoir la légitimité du peuple, sans avoir été réellement élu. Il est limité, il a les poings et pieds, des poings liés, et donc je pense que c'est le prix à payer, il faut le faire. Eh bien, Maître Philippe Koskas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer ces développements assez complexes, liés aussi en particulier à la Cour suprême et à son rôle, le rôle qu'elle risque de jouer dans les prochains jours, justement dans le cadre de la formation ou de la non-formation de ce gouvernement d'union nationale. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée et bonne santé. Merci. Merci à bientôt. À vous aussi.